Il me faut une bonne intro de vidéo. Une bonne intro. Ouais. Ouais. J'ai une idée. Dobry den. Bonjour et bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de notre découverte de Prague. Dans le premier épisode, on en avait appris un peu plus sur la ville, son histoire et ses symboles. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à trois autres aspects de la capitale tchèque, en commençant avec une petite anecdote. Du fait de la présence de nombreuses églises, Prague, comme d'autres villes du monde, est désignée par métonymie comme ville aux 100 clochers. Sauf qu'à Prague, il n'y a pas 100 clochers. Il y en a 550. Légère différence. Et vous vous doutez bien que parmi tous ces édifices, il y en a un paquet qui valent le coup d'œil. Et ça tombe bien pour vous, parce que je vous ai fait une petite sélection des églises pragoises les plus jolies, intéressantes et intrigantes. Pour commencer, nous allons retourner dans un endroit que nous avons déjà visité lors du premier épisode, la place de la Vieille Ville. Sur celle-ci se dresse un monument gothique dans la même veine que la cathédrale Saint-Guy ou le pont Charles, dont on a parlé dans le premier épisode, je vous invite à aller le voir si c'est pas encore fait. Là, de son aspect lugubre et coiffé de ses deux tours pointues, siège l'église Notre-Dame de Tin, construite de 1380 à 1511. On parlait tout à l'heure de Prague et ses clochers, et bien les deux tours de Notre-Dame de Tin culminent à 80 mètres, ce qui leur donne un aspect vertigineux. Vertigineux, l'intérieur de l'édifice l'est tout autant. Cependant, il est interdit d'y prendre des photos ou des vidéos. Mais j'en ai pris quand même. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais bon, c'était plus fort que moi. Et du coup, j'ai pris quelques petits plans en douce pour vous montrer la beauté et la grandeur de cette église. Alors, avant de nous diriger vers la prochaine étape, voici une petite anecdote sur ce monument. À l'intérieur de celui-ci se trouve la tombe de Tycho Brahe, un astronome, astrologue et chimiste danois décédé en 1601 parce qu'il s'est retenu trop longtemps de faire pipi. C'est pas glorieux. Bon, il a plus vraisemblablement été empoisonné au mercure, mais c'est trop tard, sa mort légendaire est ancrée dans la culture du pays, à tel point qu'il y a une expression tchèque pour prévenir que l'on va aux toilettes qui dit « Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe ». Désolé Tycho. Notre deuxième arrêt ne se situe qu'à quelques dizaines de mètres du premier. Dans son style baroque et datant de 1689, la façade de la basilique Saint-Jacques le Majeur transpire la sobriété. Bon, tout est relatif, mais bon, quand même. Cependant, la sobriété de cet extérieur contraste fortement avec la richesse et les nombreuses couleurs présentes à l'intérieur de l'église. Mais finalement, ce n'est pas ce splendide décor qui m'a attiré dans ce lieu, mais plutôt un petit détail qui attire l'attention des visiteurs curieux, une main momifiée. Selon la légende, celle-ci aurait appartenu à un voleur ayant tenté de dérober les joyaux de la statue de la Vierge. Manque de bol, la statue lui aurait attrapé fermement le bras sans jamais le lâcher, si bien qu'il dut être amputé. La légende ne précise cependant pas si cette sanction incita le voleur à changer de voie ou s'il continua dans sa lancée, quitte à perdre une main supplémentaire. Parlons désormais un peu de Saint-Nicolas. Alors, je ne parle pas de la fête des garçons, mais bel et bien d'une église. En même temps, on est toujours dans la même partie. Donc bon, c'est pas une surprise. Néanmoins, comme pour les trains, une église peut en cacher une autre, et à Prague, il existe deux églises Saint-Nicolas. D'abord, et pour les plus attentifs, l'église Saint-Nicolas de la place de la Vieille Ville, que l'on a déjà évoqué très brièvement dans le premier épisode, et l'église Saint-Nicolas du quartier Malastrana. Et on va se diriger vers l'église Saint-Nicolas de Malastrana. Ce suspense était tout à fait inutile. Alors, pourquoi celle-là plutôt que l'autre? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est la plus célèbre église de Prague, et elle est considérée comme l'un des plus beaux monuments baroques d'Europe centrale. Rien que ça. Elle a été édifiée entre 1673 et 1752 et impressionne les visiteurs avec sa coupole de 20 mètres de diamètre et surtout par sa hauteur intérieure, de 49 mètres. Pour rappel, la hauteur sous voûte de la cathédrale Saint-Guy et de Notre-Dame de Paris, c'est 33 mètres. En fait, l'église Saint-Nicolas de Malastrana, c'est tout simplement la plus grande hauteur intérieure de Prague. Et finalement, devant une telle scène, la meilleure chose à faire, c'est de l'admirer. Désormais, tout en restant dans le baroque, on va s'éloigner de l'aspect plutôt classique des églises que nous avons visitées jusqu'à présent pour nous diriger vers un lieu plus atypique, le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette. Situé juste à côté de l'église Notre-Dame des Anges et de sa façade incrustée de boulets de canon, vestige du siège de Prague par l'armée prussienne en 1757, il s'agit d'un lieu de pèlerinage relativement prisé en Bohême. Et l'appellation sanctuaire est très appropriée, tant l'ambiance y est paisible. Au milieu du cloître trône fièrement la Santa Casa et ses nombreux détails, que l'on peut observer calmement, au gré du son du carillon,
qui joue une mélodie toutes les heures de 9h à 18h, et ce depuis 1695. Le long du cloître, séparé par des voûtes peintes, sont parsemées plusieurs chapelles. Dans l'une d'entre elles est exposée la représentation d'une femme barbue. Il s'agit de Sainte Wilgeforte, fille d'un roi portugais du IVe siècle qui, selon la légende, aurait supplié le ciel de lui venir en aide pour l'empêcher d'épouser un homme à qui elle était promise. La nuit qui suivit, une épaisse barbe lui poussa sur le visage, la sauvant de cette union non désirée. Cependant, cette rébellion n'était pas du goût de son père, qui la fit tout simplement crucifier. Pas cool le papa. Au sein du sanctuaire, on retrouve également une église baroque, sous laquelle a été découverte en 2011 une crypte dotée de fresques d'excellente qualité, dont l'entrée, fermée au public, se situe juste en dessous de cette plaque en marbre. Néanmoins, tout inaccessible qu'est cette crypte, il est possible d'en observer une reconstitution à l'étage du sanctuaire. De quoi ajouter une dimension macabre à un lieu des plus charmants. Bien, nous en avons donc terminé avec les édifices religieux. Catholiques. Et oui, historiquement, Prague est également une ville juive, et on peut aujourd'hui y visiter plusieurs lieux en lien avec le judaïsme. On y trouve par exemple la plus vieille synagogue d'Europe encore en activité, la synagogue Vieille Nouvelle, dont la construction s'est achevée en 1270. Alors certes, elle est plutôt petite, mais elle est le cœur spirituel de la communauté juive pragoise, et surtout, elle abrite une grande légende. En effet, c'est ici qu'un rabbin aurait placé le corps de sa création, le golem. La créature reposerait alors dans les combles de la synagogue, à l'abri du public. À moins que ce ne soit le public qui est à l'abri de celle-ci. Le meilleur moyen pour découvrir la Prague juive, c'est de visiter le musée juif de la ville, composé de plusieurs bâtiments, à commencer par la synagogue Meisel. Celle-ci, inaugurée en 1592 dans le cadre d'une grande rénovation du ghetto juif, n'est aujourd'hui plus en activité, et elle accueille une exposition qui retrace l'histoire des juifs de Bohême et de Moravie du Xe au XVIIIe siècle. On peut donc y observer de nombreuses reliques et autres textes décrivant les conditions de vie pas toujours idéales des personnes juives durant cette période. Par exemple, jusqu'au XVIe siècle, il était strictement interdit pour les juifs de travailler dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat, si bien que leur principale source de revenus devint le prêt d'argent. Également, les juifs ne bénéficiaient pas de tous les droits. Ils étaient exclus des professions honorables et étaient séparés de la population chrétienne. Des informations qui nous font prendre un peu plus conscience de la triste bêtise de l'être humain. Non loin de la synagogue Meisel se trouve la synagogue Pinkas. Si elle est très jolie, avec son intérieur raffiné et ses murs couverts d'écriture, elle est en fait un mémorial des Juifs de Bohême et de Moravie assassinés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les inscriptions murales sont en fait constituées des noms, dates de naissance et dates de décès de près de 80 000 Juifs victimes de la Shoah. Une vision qui fait froid dans le dos. Bien, essayons de redorer l'ambiance en nous dirigeant vers la synagogue Klaus. Édifiée en 1694, elle abrite, comme la synagogue Meisel, une exposition portant sur les traditions et les coutumes juives. Elle est la plus grande synagogue du ghetto juif de la ville et était d'autant plus importante à l'époque qu'elle était le siège des pompes funèbres de Prague. Essayons de redorer l'ambiance. Bon, j'avoue, c'est pas un sujet très joyeux, mais c'est intéressant. D'ailleurs, juste à côté de la synagogue, il est possible de visiter l'ancienne salle de cérémonie de la confrérie des pompes funèbres. À l'époque, on y trouvait la morgue, une salle dédiée aux rituels mortuaires, et la salle de la confrérie qui servait à exposer des tableaux. Aujourd'hui, le bâtiment a été reconverti et abrite une exposition sur les rituels mortuaires juifs et sur l'histoire de la confrérie des pompes funèbres. Et petit bonus, il offre une sympathique vue sur le vieux cimetière juif de Prague que nous allons visiter dès à présent. Celui-ci, inauguré en 1478, est appelé Vieux Cimetière parce qu'il a été abandonné en 1786 pour des raisons sanitaires, mais également probablement à cause du manque de place. En effet, on y trouve pas moins de 12 000 stèles qui donnent au cimetière un air de champ de bataille. Parmi celles-ci, côtoyant les anonymes, se situe la tombe de Mordecai Meisel, fondateur de la synagogue éponyme, et du rabbin Ben Bezalel, supposé créateur du golem. Le manque de place a toujours été un problème pour ce cimetière, bien trop petit pour la communauté juive du ghetto, d'autant plus que la religion juive interdit de déterrer les corps. Ainsi, les tombes y ont été empilées sur parfois 12 couches successives, si bien que la plupart des stèles visibles marquent la présence d'un défunt enterré plusieurs couches en profondeur. Tout ceci fait du vieux cimetière juif l'un des sites les plus importants du patrimoine juif de Prague, un lieu paisible et atypique qui sait fasciner les visiteurs. N'empêche, après tous ces bâtiments religieux assez sombres et très fermés, la visite du vieux cimetière nous procure un bol d'air frais très appréciable. À tel point que ça m'a donné envie de rester à l'extérieur et de partir à la découverte des parcs de la ville.
Et oui, comme dans la plupart des grandes villes, on retrouve à Prague de nombreux espaces verts. Mais la particularité de Prague, c'est qu'elle compte 220 mètres carrés d'espace vert par habitant et qu'elle est classée 6e ville la plus verte au monde. C'est pas mal. Ces parcs sont très appréciés des touristes et des habitants de la ville, qui profitent par exemple du vaste espace qu'offre le parc Letna pour s'y promener, courir, faire du skate, ou encore, on n'est pas à Prague pour rien, boire une bière. Ce parc accueille ponctuellement des manifestations culturelles qui prennent parfois une ampleur considérable, comme ce fut le cas avec le concert des Rolling Stones en 2003, qui attira plus de 120 000 personnes dans cet espace vert. Autre fait étonnant, le parc abrite le plus vieux carrousel d'Europe, construit en 1892. Actuellement en rénovation, il est constitué de 4 voitures et de 19 chevaux, recouverts de véritables peaux de cheval. Alors ça, c'est un grand nom. Enfin et surtout, le parc, non loin du centre historique de Prague et surélevé par rapport à celui-ci, offre aux visiteurs une vue imprenable sur la ville, la Vltava et ses nombreux ponts. Une vision qui aide les promeneurs à oublier leur stress et à faire le vide dans leur esprit. Cependant, ce n'est pas le seul parc dominant Prague de sa hauteur. En effet, la colline Petrin, située sur l'une des rives de la Vltava, culmine à 327 mètres, soit 130 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Pour y accéder, un funiculaire est en activité depuis 1891 et pour les plus courageux, il est possible d'y aller à pied. J'ai été courageux. Et donc j'ai été fatigué. Au sommet de la colline, visible depuis à peu près n'importe quel endroit de la ville, trône la tour de Petrin. Cette sorte de mini tour Eiffel, haute de 60 mètres, a été inaugurée en 1891 dans le cadre de l'exposition universelle de Prague. Autrefois utilisée comme tour d'observation et tour hertzienne, elle est aujourd'hui une attraction touristique très prisée, offrant un magnifique panorama sur toute la ville. Mais la montée était payante, du coup j'ai préféré rester en bas. C'est pas plutôt la fatigue qui t'a fait rester en bas? Je suis resté en bas à cause du prix d'entrée. Et de la fatigue. En tout cas, en restant en bas, j'ai pu observer le mur de la faim. Il s'agit d'une muraille construite entre 1360 et 1362 sous les ordres de Charles IV afin de renforcer les défenses de la ville. Enfin, ça c'est la version officielle, puisqu'il existe un mythe qui permettrait d'expliquer le nom de cet ouvrage. En effet, le mur a été construit lors d'une période de famine et a permis aux habitants pauvres de la ville de survivre. Ainsi, selon le mythe, le mur n'aurait pas été construit dans un but de défense, mais uniquement pour employer un grand nombre de personnes et donc de nourrir les pauvres, d'où son nom de mur de la faim. Mais bon, c'est un mythe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la colline de Petrin comporte de nombreux jardins organisés de manière à ce qu'il n'y ait pas de frontière entre ceux-ci. Outre le jardin des plantes, les jardins Lobkovics, Schönborn, du séminaire et de Strauff, on retrouve le très joli jardin des roses qui ravira les amateurs d'horticulture. Mais les plus impressionnants de ces jardins, ce sont les jardins Kinski. Ils doivent leur nom à la famille Kinski qui, au milieu du 19e siècle, a acheté ces terrains pour y faire construire une résidence d'été et un parc. Je pense que pour eux, ça devait plutôt bien se passer financièrement parlant. Aujourd'hui, on peut donc déambuler dans ce parc paisible, fort d'une végétation luxuriante, de points de vue sur la ville, de cascades, d'étangs et d'une petite fontaine de Tari trop mignonne. Enfin, au détour d'un sentier qui semble s'enfoncer dans le parc, on tombe sur l'étonnante église Saint-Michel-Archange. Cette construction atypique est une église orthodoxe construite entièrement en bois dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Du fait de cette vision inattendue, l'édifice semble perdu au milieu de nulle part. De quoi ajouter du charme à un endroit qui n'en manquait jusqu'alors clairement pas. Cependant, selon moi, nous n'avons pas encore vu le plus beau parc de Prague. Nous allons donc remédier à ça et terminer en beauté avec le parc Stromovka. A la base, il s'agissait d'une réserve royale fondée en 1268 et destinée à la chasse. Mais ce n'est heureusement plus le cas aujourd'hui. On a enlevé la notion de chasse, on a enlevé la notion de royal et on a gardé la notion de réserve. Cette réserve naturelle a donc été ouverte au public en 1804 et clairement elle vaut le détour. L'espace est immense, la végétation très riche et on y trouve une certaine faune avec quelques canards, des foulques et d'autres palmipèdes barbotant dans les étangs. Il y a même un petit îlot accessible grâce à un radeau plutôt ingénieux que je n'ai pas pu m'empêcher d'emprunter. C'était plus fort que moi. En bref, le parc Stromovka est une destination parfaite pour un moment agréable, loin des bruits de la ville et des petits tracas du quotidien. Un véritable havre de paix qui nous rappelle qu'à Prague, la beauté est partout. Dans une réserve naturelle luxuriante, dans les 12 000 tombes d'un cimetière vieux de 500 ans, ou encore dans un sanctuaire datant du XVIIe siècle. Et c'est sur ces belles paroles que va s'achever ce deuxième épisode de notre découverte de Prague. Et oui, les bonnes choses se terminent toujours trop vite, je sais, c'est terrible. Mais ne vous inquiétez pas, notre périple à Prague n'est pas terminé pour autant, et un troisième épisode arrivera prochainement sur la chaîne. Et ouais, c'est cadeau. Enfin bref, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire,
partagez la vidéo à vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu. Ça vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes et moi ça me fait super plaisir. Allez, c'était l'Explorator, à plus tard.